Merci de nous rejoindre dans l'invité du soir. Mesdames et messieurs, le Bénin, à l'instar de nombreux pays en développement, entretient un lien économique significatif avec sa diaspora établie à travers le monde. Ces Béninois de l'extérieur contribuent de manière notable à l'économie nationale, notamment par le biais des transferts de fonds. Ces flux financiers représentent une source importante de revenus pour de nombreux ménages et peuvent avoir des implications macroéconomiques considérables. Aujourd'hui, avec Jetsophonie Koboudé, nous allons apprécier ensemble les enjeux cruciaux liés à ces transferts de fonds. Nous allons explorer aussi l'importance de la diaspora béninoise pour l'économie du pays, les défis associés à ces flux financiers, mais également les opportunités qu'il recèle pour un développement économique plus inclusif et durable. Et Jette Sofoni Koboudé, qui est actuellement directeur de la recherche économique chez Interglobe Conseil basé à Paris. Bonsoir, Monsieur Koboudé. Bonsoir, chère Angèle, et bonsoir aux téléspectateurs. Ah, c'est un plaisir de pouvoir rétablir la liaison avec vous depuis Paris. Avec grand plaisir. Pour le bonheur, bien évidemment, de nos téléspectateurs. Pour commencer ces échanges, j'ai bien envie de vous demander déjà, avec notre thématique, si vous avez une idée de l'ampleur actuelle des transferts de fonds de la diaspora béninoise vers le Bénin et dispose-t-on de données fiables pour évaluer aussi ce volume et son évolution au cours des dernières années? Absolument. Quand on parle de transfert de fonds de la diaspora béninoise, on parle d'une source de financement malgré tout importante. On a des données là-dessus. Par exemple, en 2023, le Bénin a reçu un peu plus de 230 millions de dollars américains de sa diaspora. Alors, d'ailleurs, c'est un montant léger baisse par rapport à 2022, où les envois s'élevaient jusqu'à 250 millions de dollars de mémoire. Donc, c'est une diminution de près de 5-7%. D'ailleurs, qui s'explique par le ralentissement économique mondial observé aussi dans les pays d'accueil des migrants béninois. Et si on rapporte tout ça au PIB, ces transferts représentent à peu près 1,2% de la richesse nationale. Alors, c'est un chiffre qui peut paraître modeste, puisque dans les pays voisins comme le... Absolument. Dans les pays voisins comme le Togo ou le Sénégal, c'est des chiffres qui peuvent monter jusqu'à 5% du PIB. Mais même si c'est 1%, 1,2% du PIB, pour de nombreuses familles béninoises, ces envois restent une bouée de sauvetage indispensable. Et je voudrais ajouter un point qui n'est pas souvent évoqué dans la carte mentale des gens quand on parle de ces sujets, c'est que d'un point de vue géographique, la spécificité du Bénin, c'est que la diaspora nigériane joue un rôle central. C'est-à-dire plus de la moitié des fonds viennent du Nigeria. Ce qui est assez unique en Afrique de l'Ouest, où généralement c'est l'Europe et l'Amérique du Nord qui dominent les flux. Que ce soit le Nigeria. Oui, non, mais c'est une spécificité du Bénin. Quand on regarde les flux, la moitié des flux proviennent du Nigeria, de la diaspora béninoise Du qui Niger. est au Nigeria. Ouais. Alors, à vous écouter, cela représente un enjeu pour l'économie béninoise. Pourquoi Jet Sofoni Koboudi? Ben, au fond, c'est assez simple. C'est-à-dire, près d'un ménage béninois sur 10 bénéficie de l'argent envoyé par un parent ou un ami à l'étranger. Ce qui aide souvent à payer des dépenses essentielles, c'est-à-dire la scolarité des enfants, les frais de santé, pour l'alimentation, etc. Donc, ces fonds arrivent directement dans les foyers, sans intermédiaire public, et jouent un rôle de filet de sécurité sociale informel, si vous voulez. Donc, par exemple, pendant la crise de la COVID-19, on l'a bien vu, alors que bien des sources de revenus déclinèrent,
les transferts de la diaspora a resté étonnamment résilient par rapport à d'autres financements et a pu protéger des familles en difficulté. Donc, cette résilience en période d'incertitude a mis en lumière, je dirais, l'importance de ces flux. Donc, pour parler en termes économiques, je dirais que les transferts de fonds jouent un rôle, ont un caractère contracyclique. C'est-à-dire que ça veut dire que même quand ça va mal, eh ben, ces transferts de fonds ben, se portent malgré tout bien pour pouvoir compenser la conjoncture, quoi. Mais est-ce Et, qu'ils apportent et une l'autre, amélioration perceptible sur la vie peut-être de ces bénéficiaires afin que ça ait un impact au niveau micro? oui, 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 on le voit très clairement. Il y a par exemple plusieurs familles qui se retrouveraient en très grande précarité si dès demain matin on arrête les flux envoyés par la diaspora, parce que ces fonds-là sont utilisés pour des besoins primaires, c'est-à-dire scolarité des enfants, frais de santé, l'alimentation. Donc c'est pas du bonus, pas du tout. C'est pour certaines familles c'est vraiment de l'argent nécessaire, quoi. Et puis pourquoi aujourd'hui ces questions, les transferts de fonds de la diaspora constituent un enjeu majeur pour l'économie béninoise, c'est que ces transferts de fonds représentent une manne financière privée et une opportunité de développement. D'ailleurs, le gouvernement béninois y voit une ressource à mobiliser pour financer des projets productifs. On l'a vu, les autorités béninoises ont engagé des réflexions pour attirer cette épargne des Béninois de l'étranger. Par exemple, la Caisse des dépôts et consignations du Bénin travaille avec l'appui de l'AFD pour créer de nouveaux produits d'épargne spécialement conçus pour la diaspora. Donc l'idée, c'est d'offrir aux Béninois de l'extérieur des placements sécurisés et rentables aussi. Donc ça va être des comptes d'épargne diaspora, j'imagine des obligations dédiées, des fonds d'investissement, bon, de sorte que l'argent fasse double effet, c'est-à-dire rémunérer l'épargnant, donc le de la diaspora, tout en finançant des projets nationaux. Donc bon, si ces instruments qu'essaie de mettre en place la CDCB rencontre du succès, le Bénin pourrait canaliser une part de l'argent de ces expatriés vers des investissements de long terme. Donc aujourd'hui, la diaspora peut devenir un acteur clé de l'économie béninoise, quoi. Au vu de ces analyses qui démontrent une certaine importance justement de ces flux, apprécions ensemble, Jet Sophonie Kobudé, les coûts d'expédition auxquels ils sont confrontés, en tout cas ces Béninois de l'extérieur, à quel type de coûts sont-ils actuellement confrontés? Comment vous l'appréciez? Malheureusement, envoyer de l'argent de l'étranger vers le Bénin n'est pas gratuit. Que ce soit évidemment pour l'expéditeur, c'est-à-dire le membre de la diaspora qui envoie, ou parfois le bénéficiaire au Bénin. Donc chacun fait face à différents coûts. Le premier coût évident, ce sont les frais de service, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Ce sont les frais de service facturés par les intermédiaires. On connaît très bien les sociétés de transfert d'argent. Hein. Ils prenaient souvent une commission, alors qu'il peut être fixe ou proportionnel sur chaque envoi. Donc, ces frais peuvent paraître petits, mais ils amputent pardon, significativement le montant reçu au final. En moyenne, par exemple, les Africains payent les tarifs les plus élevés du monde pour envoyer de l'argent chez eux. Ah Par oui. exemple, le coût d'envoi vers l'Afrique subsaharienne tourne autour de 8%, 9% du montant envoyé en moyenne, contre 5% au niveau mondial. Donc, autrement dit, quand vous envoyez 100 euros envoyés vers l'Afrique, il n'est pas rare que cela coûte 8 euros, qui partent en frais divers. Donc, c'est presque un dixième. Hein. En fait, on paye la dîme, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est beaucoup d'argent. Et certains corridors, oui. Et il y a certains corridors qui peuvent coûter vraiment cher. Par exemple, parfois, envoyer de l'argent du Nigeria vers le Bénin peut coûter jusqu'à 15% du montant transféré.
Alors, pourquoi Est-ce- de tels coûts? Ben, il y a Et d'abord des surtout si ça commissions. ne Il y a dessert pas. ben oui, mais le problème, c'est que c'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus, il commence à avoir des flux de transfert informels. C'est-à-dire que on a un copain qui est en train de rentrer au pays, donc on va lui confier du cash pour qu'une fois au pays, il remette du cash à telle personne. Donc, c'est ces barrières tarifaires-là qui font que des circuits informels se développent. Et en fait, beaucoup. Mais est-ce qu'on peut pas les améliorer? Est-ce que les États ne peuvent pas les améliorer? Ben, ça, c'est quelque chose qu'il faut adresser. C'est un sujet qu'il faut adresser. Mais le problème, ces plateformes sont des plateformes privées, n'obligent personne à les emprunter et ont des frais de fonctionnement. Donc, le problème, c'est que il y a les coûts visibles et les coûts invisibles. C'est-à-dire que il y a d'abord les coûts, les commissions visibles. Une agence va facturer, par exemple, 5 euros de frais pour un envoi standard, mais à cela s'ajoutent des commissions cachées. Par exemple, via le taux de change. C'est-à-dire que si, par exemple, vous envoyez de l'argent en euros ou en dollars, il faut que ce montant-là soit converti en francs CFA pour le bénéficiaire. Eh bien, le prestataire qui applique son taux de change, généralement, il applique un taux de change moins avantageux que le taux de marché. Donc, du coup, on se retrouve avec des coûts cachés qui, au final, fait que l'expéditeur voit une part non négligeable de la somme perdue en route, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. Bon, donc il y a ces questions-là, et ce n'est pas surprenant que beaucoup de membres de la diaspora et de familles béninoises contournent ces circuits officiels encore une fois. D'ailleurs, il y a eu une enquête nationale, je crois en 2020, qui a montré que seulement la moitié des transactions monétaires entre le Bénin et sa diaspora empruntent les canaux officiels. C'est une enquête de l'Instad. Donc, on voit quoi. Donc, ces coûts-là représentent de vrais frais. Alors, il y a ces frais-là, mais il y a aussi des frais non tarifaires. C'est-à-dire, le coût d'accès, par exemple. Ben, si le proche à qui on envoie de l'argent au Bénin, par exemple, est en zone rurale, sans agence à proximité, il devra voyager jusqu'à Cotonou ou jusqu'à une ville Pour pour récupérer récupérer. l'argent. Oui. Et cela engendre des frais de transport, voire une journée de travail perdue, etc., etc. Donc, on voit que finalement, il peut dépenser autant en frais. Un frein De, connexe pour pouvoir aller récupérer les sous. exactement. Exactement. Donc, il y a tous ces frais-là auxquels on ne pense pas toujours. Donc, le problème est assez complexe et oui, c'est un problème qu'on doit adresser. Justement, selon vous, quelles actions devrait mener l'État pour, Sophonie Koboulé, maximiser un peu l'impact de l'envoi de la diaspora? Pour que l'argent de la diaspora apporte le maximum de bénéfices à l'économie nationale, il faut que l'État joue un rôle clé. Par exemple, réduire les coûts de transfert et faciliter les envois. Alors, une fois qu'on a dit ça, on ne dit pas, on ne dit pas comment faire. Cela peut passer par plusieurs mesures, à mon avis. D'abord, stimuler la concurrence entre les prestataires de transfert de fonds. Ouvrir davantage le marché à davantage d'acteurs, y compris les fintechs innovantes, pour faire jouer la compétition à la baisse des prix. Après, il faut, deuxième point, à mon avis, améliorer l'intégration régionale des paiements. Le Bénin étant en zone UEMOA, les transferts intra-UEMOA sont déjà facilités par le franc CFA commun. D'ailleurs, ce qui explique que les transferts à l'intérieur de l'UEMOA coûtent parfois très peu, c'est-à-dire 3-4%. En revanche, les flux avec les pays hors UEMOA, il faut créer des ponts. Il faut créer des ponts. Il faut militer
pour une mise en place rapide du système de paiement au niveau CEDEAO, en attendant de s'arrimer au système panafricain, le PAPS, Pan-African Payment and Settlement System, que l'Union africaine est en train de mettre en place. Et cela me paraît essentiel. Donc, le premier point, c'est de réduire les coûts de transfert et de faciliter les envois. Le deuxième point, c'est d'encourager l'utilisation productive de ces fonds. Et ça passe par des incitations. Il faut créer un environnement où cet argent peut fructifier, peut être fléché sur des investissements. Donc, il faut par exemple proposer aux bénéficiaires de ces fonds-là des incitations à épargner ou à investir une partie de ces fonds. Concrètement, les banques locales, avec, je ne sais pas, avec l'appui de la puissance publique, peuvent créer des comptes d'épargne diaspora, par exemple, ou des produits de placement spécialisés. Pensés pour les récipiendaires des remises, enfin des transferts de fonds. Je dis n'importe quoi. Un compte sur lequel chaque montant reçu depuis l'étranger aurait un bonus de taux d'intérêt, s'il n'est pas retiré immédiatement, par exemple. Ou des produits d'assurance éducation ou d'assurance santé alimentés par les transferts. Donc, je pense que l'idée clé, c'est d'orienter une part du flux vers de l'épargne longue. Le gouvernement pourrait mettre en place des programmes de co-investissement diaspora. Et ça existe. Où chaque franc envoyé, par exemple, qui est investi dans un projet entrepreneurial, l'État pourrait apporter un financement complémentaire ou une garantie. Donc, on pourrait avoir finalement des programmes de co-investissement diaspora. Donc, ça, c'est le deuxième point. Après, le troisième point, c'est ce que la Caisse des dépôts essaye de faire et de mettre en place. C'est mobiliser directement l'épargne de la diaspora pour des projets nationaux. Et ça passe par des produits d'épargne, des obligations diaspora, comme le Nigeria le fait, les diaspora bonds, l'Inde l'a fait, le Nigeria l'a fait, etc., etc. Donc, il s'agit de faire deux choses. Il faut réduire les fuites, donc des circuits moins coûteux, en favorisant la concurrence des acteurs. Et deuxième chose, orienter les flux vers des usages à plus forte valeur ajoutée, quoi. Et sécuriser aussi ces startups fintech, comme vous le dites, afin que on puisse s'assurer de la continuité du service pour les utilisateurs finaux. Absolument, absolument. C'est très important. Ouais, on retiendra que c'est un appel à l'État afin qu'il puisse s'intéresser à ce secteur au vu de ses intérêts et son impact sur l'économie béninoise. Ce sont vos idées que vous venez de soumettre à l'appréciation de qui l'entend, afin que autant ces Béninois de l'extérieur qui envoient l'argent que les récepteurs qui sont ici puissent y gagner, on peut lui dire. Jette Sophonie Koboudé. Absolument. Ah non, allez, mais c'est parfaitement ça. Je vous laisse le temps de conclure, puisqu'on est à la fin. Alors, ma conclusion sera très simple. C'est que on a une manne financière qui existe. Et vous savez, en économie, ce qui est rare, c'est pas le travail, c'est le capital. Donc, il y a une manne financière à aller adresser. Et encore une fois, dans ce qu'il y a à faire, il y a deux choses seulement à faire. Réduire les fuites, parce qu'aujourd'hui, pour faire parvenir cet argent, eh bien, il y a beaucoup de pertes en ligne. Donc, il faut trouver un moyen de réduire les pertes en ligne pour que ce qui arrive en plus grand volume et orienter intelligemment les flux. C'est-à-dire qu'il faut flécher cette manne financière vers des investissements productifs, vers de l'épargne longue, vers des projets en co-investissement avec le gouvernement, etc., etc. Et ça va être crucial. Ne minimisons pas l'intérêt ou le potentiel de l'épargne de la diaspora. C'est l'appel de Jette Sophonie Koboudé, directeur de la recherche économique chez Interglobe Conseil basé à Paris. Merci beaucoup, Monsieur Koboudé. On se retrouve lundi avec le même plaisir. Si la technique nous accompagne.
Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, mesdames et messieurs. Jette Sophonie Koboudé en direct de Paris sur l'invité du soir. Nous avons parlé des enjeux du transfert des fonds de la diaspora. C'était ces idées que vous pouvez retrouver à nouveau pour ceux-là qui viennent de nous prendre au vol sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebena.com, notre chaîne YouTube Etelebena et sur notre application Etelebena que vous pouvez télécharger sur Play Store ou App Store. Je vous retrouve dans quelques minutes avec les invités qui s'installent pour le débat du soir. À tout à l'heure, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité.